La dernière lueur vacillante de la bougie en cire d'abeille dansait sur la nappe en lin. C'est étrange, extrêmement étrange, de constater comment une seule et unique phrase peut tourner en boucle dans l'esprit pendant des jours entiers, et même des semaines. Ce soir-là, après notre grand dîner de famille mensuel, quand les éclats de rire s'étaient finalement tués qu'un silence lourd flottait dans la salle à manger, mon fils Lucas m'a regardé avec des yeux qui n'appartenaient plus du tout au petit garçon insouciant que j'avais élevé. Dans son regard sombre, il y avait quelque chose de déplacé, mais d'une profondeur saisissante, exactement comme s'il me voyait véritablement pour la toute première fois de sa vie. Et puis, il a prononcé ces quelques mots, d'une voix si calme, qui depuis résonne comme un écho incessant dans ma tête. Mais avant de vous raconter en détail ce qui s'est passé dans cette cuisine, permettez-moi de revenir au début de cette fameuse soirée. C'était l'un de ces rares dîners de famille où tout le monde avait réussi à se réunir sous notre toit girondin. Ma sœur Chloé avait préparé son célèbre gratin dauphinois, dont le parfum enivrant de crème fraîche, d'ail rôti et de noix de muscade embaumait toute la maison. Mon frère Julien racontait avec ferveur les mêmes blagues absurdes qu'il nous servait inlassablement depuis 22 ans. La grande table de salle à manger brillait sous la douce lumière scintillante des bougies. Les assiettes en porcelaine tintaient sous les coups de fourchette, les lourds verres en cristal reflétaient des éclats ambrés, et il y avait ce murmure apaisant de voix joyeuses qui s'entremêlaient. J'avais pris un soin particulier à m'habiller ce soir-là, cherchant à créer une atmosphère de charme sophistiqué et de subtils sous-entendus. Je portais une robe nuisette en soie d'un vert émeraude profond, une création fluide qui épousait délicatement mes courbes à chaque mouvement, ornée d'une fine dentelle noire au niveau du décolleté. Pour parfaire cette élégance, j'avais enfilé des collants noirs transparents et de hauts escarpins en velours noir qui allongeaient ma silhouette. Lucas, mon fils, était beaucoup plus silencieux que d'habitude. Il n'a jamais cherché à rivaliser avec le bruit de la foule ou de la famille, mais j'ai rapidement remarqué qu'il jetait de fréquents regards appuyés dans ma direction. Au début, je n'y ai accordé aucune importance. Je me suis dit qu'il voulait peut-être simplement que je lui passe le plat de pommes de terre, ou qu'il était perdu dans ses réflexions étudiantes. Mais ce n'était pas de simples regards distraits. Dans l'expression de son visage, il y avait une douceur poignante, une tendresse absolue qui me donnait l'étrange sensation qu'il m'observait, m'écoutait attentivement, et gravait chaque détail dans sa mémoire. Lorsque les dernières assiettes furent nettoyées et que les chaises en bois commencèrent à racler le parquet, la famille s'est doucement dispersée. Un par un, ils ont enfilé leurs lourds manteaux de laine, ont échangé des baisers sonores, et la lourde porte d'entrée en chêne s'est refermée derrière leurs pas résonnants sur le gravier. Je suis restée seule dans la grande cuisine, empilant les assiettes sales, rinçant les verres tachés de rouge, permettant aux derniers vestiges de la soirée de retomber doucement sur mes épaules fatiguées. C'est à cet instant précis que j'ai pris conscience que nous étions seuls. Dans cette grande maison de pierre, autrefois si bruyante et pleine de vie, le silence était devenu si absolu que je pouvais distinctement entendre le faible bourdonnement du grand réfrigérateur et le tic-tac mesuré de l'horloge au-dessus de la cuisinière. Lucas s'est appuyé contre l'encadrement de la porte, les mains enfouies dans les poches de son pull bleu, et m'a fixé avec ce même regard indéchiffrable qu'il avait arboré pendant tout le repas. « Tu n'as pas besoin de m'aider », lui ai-je dit, en esquissant un léger sourire tout en essuyant vigoureusement la surface en granit de l'îlot central. « Va te reposer. La journée a été extrêmement longue. »« Tout va bien », a-t-il répondu d'une voix grave en faisant quelques pas pour s'approcher de moi. « C'est agréable d'être simplement ici. » Il y avait dans ses paroles une résonance si particulière qu'elle m'a obligé à suspendre mon mouvement. Je n'ai pas quitté des yeux le chiffon humide que je tenais fermement, dessinant nerveusement des cercles imaginaires sur le plan de travail, mais je sentais physiquement sa présence chaleureuse et apaisante dans mon dos. Nous avons d'abord parlé de choses banales, de la cuisson de la viande, de cette météo exceptionnellement douce pour une fin de saison, du fait que ma sœur s'obstinait toujours à apporter beaucoup trop de nourriture. Mais derrière nos échanges polis, il y avait un silence pesant, une lourdeur inexprimée qui s'installait progressivement entre nous. Quand je me suis enfin retournée pour lui faire face, il était suffisamment proche pour que je remarque la petite ride d'expression près de son sourcil gauche, celle qui apparaît uniquement lorsqu'il est plongé dans une réflexion intense. « Tu as l'air différente ce soir », a-t-il lâché soudainement. Ces mots m'ont totalement prise au dépourvu. « Différente », ai-je répété, en m'efforçant de garder un ton léger et insouciant. « Pas dans un mauvais sens », s'est-il empressé d'ajouter. « C'est juste, je ne sais pas,
tu as l'air plus heureuse. C'est comme si tu rayonnais de l'intérieur. J'ai laissé échapper un petit rire étouffé, davantage pour combler le vide angoissant que par véritable amusement. C'est probablement l'effet du vin de Bordeaux, ai-je glissé, bien que l'intensité de ses yeux sombres m'indiquât clairement qu'il ne croyait pas un traître mot de mon excuse. Je me suis empressé de vider les dernières gouttes du grand cru de Saint-Émilion dans 2 lourds verres en cristal, lui tendant le premier et gardant le second pour moi. Et nous nous sommes assis de nouveau à cette même table, celle qui, quelques minutes plus tôt, débordait de monde et de bruit. À présent, l'espace qui nous séparait semblait chargé de la moindre vibration, du moindre souffle. La bougie au centre était presque entièrement consumée. La cire liquide s'amassait à sa base, projetant des ombres mouvantes et dramatiques sur les traits de son visage, s'infiltrant dans son regard de sorte que ses yeux paraissaient immenses. Nous avons dérivé sur le sujet de son travail exigeant, de son perpétuel manque de temps, de la vitesse vertigineuse à laquelle les années défilent sans prévenir. À un moment donné, j'ai soudainement réalisé que nous ne parlions plus seulement de nos emplois du temps ou de nos loisirs superficiels, nous étions en train de parler de la vie elle-même, de ce qui a une importance capitale. Et au cœur de cette conversation intime, les épaisses murailles défensives que j'avais méticuleusement érigées autour de mon cœur depuis des années ont commencé à s'effriter. Il m'écoutait. Il m'écoutait véritablement, avec une attention dévorante, et j'ai ressenti la sensation bouleversante d'être perçue non pas uniquement comme la mère protectrice, non pas comme la simple hôtesse d'un énième dîner familial, mais comme une femme à part entière, avec ses propres pensées complexes, ses désirs enfouis et ses peurs silencieuses. Lorsque l'horloge ancienne du salon a doucement carillonné, j'ai jeté un coup d'œil inquiet vers elle, faussement alarmée par l'heure tardive. « Il est probablement temps pour toi de rentrer », ai-je murmuré, même si, au fond de mes entrailles, une partie de moi refusait catégoriquement que cette nuit magique prenne fin. Mais au lieu de repousser sa chaise et de se lever, Lucas s'est penché en avant, posant ses grandes mains à plat sur la table en bois. Sa voix était basse, grave et d'une stabilité désarmante. « Le fait, a-t-il dit, que je ne suis pas encore prêt à partir. » C'était une déclaration d'une simplicité enfantine, mais elle m'a frappé de plein fouet, comme un rocher jeté brutalement dans une eau stagnante, provoquant des ondes de choc inattendues dans tout mon corps. Il n'y avait aucune précipitation dans son ton, aucune exigence autoritaire, juste une honnêteté brutale et pure. Et j'ai été submergé par le constat douloureux de la rareté de cette forme d'honnêteté dans ma propre existence. Je l'ai longuement dévisagé, cherchant désespérément une réponse adéquate. Mais avant que mes lèvres ne puissent formuler le moindre son, il a ajouté autre chose. Des mots qui allaient se graver dans mon âme pour le restant de mes jours. Des mots qui allaient me forcer à le voir sous une lumière totalement inédite. Je ne suis pas encore prêt à partir, a-t-il répété avec insistance. Et le lourd silence de la cuisine s'est transformé en une attente électrique. La bougie entre nous a achevé de brûler, se transformant en un cratère de cire refroidie. Sa petite flamme vacillante penchait tantôt à gauche, tantôt à droite, comme si elle tentait elle aussi d'écouter nos confidences. J'ai plié mon chiffon avec une lenteur calculée et l'ai posé sur la chaise vide à ma droite. Mes mains tremblaient légèrement, de ces tremblements incontrôlables qui surviennent lorsque les émotions vous submergent bien avant que les mots ne soient capables de les nommer. « Très bien », ai-je fini par chuchoter. « Tu peux rester. » Il a doucement hoché la tête, sans bouger d'un pouce. Son regard était d'une douceur infinie. Il y avait là une émotion indescriptible que je ne parvenais pas à catégoriser. Pendant une fraction de seconde, la panique m'a saisi. Je me suis demandé s'il était acculé par des dettes ou si un désastre professionnel l'avait frappé, quelque chose qu'il aurait eu honte de partager devant l'assemblée familiale, mais son visage ne traduisait aucune panique. C'était simplement de la tendresse, accompagnée de la lourdeur écrasante que la tendresse transporte lorsqu'elle a été confinée et réprimée pendant beaucoup trop longtemps. « Maman », a commencé Lucas. Ce simple mot a flotté dans la pièce avec la douceur d'une main chaleureuse se posant sur mon épaule tendue. « J'ai quelque chose d'important à te dire. J'aurais dû te l'avouer il y a bien longtemps. » Le tic-tac de l'horloge semblait s'amplifier. Le réfrigérateur continuait sa vibration monotone. Toutes les années qui nous séparaient se sont soudainement alignées dans mon esprit, défilant comme de vieilles photographies cornées sorties d'une boîte à chaussures. Les pièces de théâtre maladroites à l'école primaire, les dents de lait tombées, les vélos réparés à la hâte.
Cette fois où il avait attrapé une forte fièvre et dormait, tremblant, sur le canapé du salon pendant que je lui préparais un bouillon de volaille tout en baissant le volume de la télévision. Sur absolument toutes ces photographies mentales, je me voyais perpétuellement en mouvement, réglant les problèmes, lissant les conflits, affrontant chaque difficulté avec une détermination d'acier. L'espace d'un instant vertigineux, j'ai amèrement regretté de ne pas avoir su ralentir la cadence, de ne pas avoir appris à contempler la beauté d'un coucher de soleil sans ressentir l'urgence de le modifier, mais simplement en le respirant. Depuis la mort de papa, a-t-il continué avec une voix tremblante, depuis que la maison est devenue beaucoup trop silencieuse et que tu t'es mise à tout porter sur tes épaules, je me suis juré d'être fort. Je pensais qu'être fort signifiait fermer sa bouche pour ne rien dire qui puisse alourdir ton fardeau déjà colossal. Mais aujourd'hui, je crois que mon silence a ajouté un poids supplémentaire sur ton cœur. Il a pris une profonde inspiration, baissant les yeux vers ses propres mains, ses grandes mains habiles qui ressemblaient à s'y méprendre à celles de son défunt père, Laurent. J'ai ravalé ma salive avec difficulté, luttant de toutes mes forces pour que mes yeux embués ne trahissent pas ma vulnérabilité. Quoi donc, ai-je demandé d'un souffle. Il m'a répondu avec une sincérité déchirante que j'aurais dû me montrer beaucoup plus présente, plus intrusive même. Que j'aurais dû lui poser des questions plus souvent, l'appeler sans aucune raison valable, débarquer à l'improviste dans son appartement de la même manière que j'entrais dans la cuisine pour lui chipper un morceau de pomme quand il cuisinait. Je ne savais absolument pas comment être présent pour toi sans attendre que tu m'en fasses la demande explicite, et la vérité, c'est que tu n'as jamais rien demandé, a-t-il ajouté. Quelque chose au plus profond de moi, une partie de mon âme infiniment petite et ancienne, s'est violemment réveillée, cette partie même qui avait appris à survivre en s'enterrant sous les corvées diurnes et la vaisselle nocturne. Je ne savais pas comment te le demander, ai-je avoué, ma voix se brisant légèrement. Demander de l'aide revenait à admettre ma propre défaite, à avouer que je ne pouvais plus tenir le coup. J'ai toujours affiché cette façade invincible, même lorsque tout s'effondrait à l'intérieur. Il a esquissé un sourire triste, d'une douceur contagieuse. Oui, a-t-il murmuré. C'est exactement le genre de femme que tu es. Je suppose que j'ai hérité de cette satanée fierté. La bougie s'est mise à vaciller si faiblement qu'un mince filet de fumée grise s'est élevé dans l'air avant de se dissiper. J'ai tendu mon bras gainé de soie vers le verre d'eau que j'avais entamé, dans l'intention de pousser quelques gouttes pour noyer définitivement la mèche. Puis je me suis figé en plein mouvement. Laissons-la s'éteindre de sa propre mort, ai-je chuchoté. Très bien. Nous sommes restés assis dans ce halo lumineux et moribond. À l'extérieur, la nuit girondine était d'une obscurité impénétrable et veloutée. Les grandes vitres reflétaient l'intérieur chaleureux, transformant notre cuisine en un miroir magique de notre intimité. Il s'est adossé confortablement à sa chaise, posant lourdement ses coudes sur la table, ce geste précis pour lequel je le réprimandais sans cesse durant son enfance. Je n'ai pas prononcé un mot de reproche. Que ses coudes restent là, au diable les règles de bienséance. Et voici la deuxième partie de ma révélation, a enchaîné Lucas. Parfois, j'ai terriblement peur. J'ai toujours été celui qui colmate les brèches en silence au lieu d'appeler un chat un chat. J'étais terrifié à l'idée de te perdre, de te voir englouti derrière cette armure impénétrable. J'avais peur de franchir le seuil de cette porte un matin et de réaliser que tu étais devenue une parfaite inconnue pour moi. La façon dont le deuil peut sournoisement transformer les êtres que l'on chérit en étrangers. J'étais moi-même terrorisé à l'idée de formuler cette pensée à voix haute, de peur qu'elle ne prenne vie et ne devienne notre réalité. J'ai retenu ma respiration à en avoir mal aux poumons. Il n'y avait pas la moindre once d'accusation dans sa voix, juste l'expression nue d'une vérité humaine qu'il avait farouchement cachée. Je me suis soudain rappelé toutes ces innombrables fois où j'avais comblé nos silences avec des listes interminables de tâches à accomplir. Comment je lui résumais mes journées en énumérant les inventaires, les réunions professionnelles, les courses au supermarché, le nettoyage acharné de la cuisinière, le renouvellement des contrats d'assurance, le ramassage des feuilles mortes dans le jardin, le report constant de ce rendez-vous chez le dentiste que j'avais déjà annulé par 2 fois. Je racontais en détail une existence saturée d'actions mécaniques, mais avais-je seulement prononcé un mot sur mon existence émotionnelle ? Est-ce que je peux te confier quelque chose à mon tour, ai-je demandé, le cœur battant à tout rompre. Il a hoché la tête lentement.
Moi non plus, ce n'est pas de toi dont j'avais peur, mais plutôt de la façon dont je commençais à me dissoudre, à disparaître dans le pragmatisme du quotidien. Il est tellement plus sécurisant d'avoir le contrôle absolu sur chaque situation plutôt que de se montrer vulnérable et d'avoir besoin d'une main tendue. Et ma terreur la plus profonde était que, si je te demandais de rester pour partager une simple tasse de thé, ou de m'aider à revisser une charnière cassée du placard, tu découvrirais soudain toutes ces faiblesses que je m'évertue à dissimuler au monde entier. Ces faiblesses qui recherchent encore désespérément le souvenir de ton père dans les effluves de son eau de Cologne sur une vieille écharpe. Celles qui fixent la chaise désespérément vide au bout de la table et qui entendent, comme des fantômes, les éclats de rire et les blagues que personne n'a racontées ce soir. Je me refusais à te transmettre un tel poids, je ne voulais pas t'imposer le fardeau de ma propre tristesse. Maman, a-t-il répondu d'un ton à la fois doux et d'une fermeté inébranlable. Je veux porter ce qui me revient de droit. À ces mots, quelque chose s'est imperceptiblement soulevé en moi, un peu comme lorsqu'on parvient enfin à entr'ouvrir une fenêtre coincée dans une pièce suffocante, non pas encore la bourrasque d'air frais, mais la première caresse prometteuse d'une brise salvatrice. J'ai compris à cet instant précis que j'avais attendu d'entendre ces mots exacts pendant des années, sans même en avoir conscience. Lucas a saisi son verre en cristal, en a bu une lente gorgée, puis l'a reposé sur la table, traçant pensivement avec son index le contour de l'anneau d'humidité laissé sur le bois, reprenant le même geste nerveux que j'avais eu plus tôt. Il y a encore autre chose, a-t-il fini par dire, les yeux toujours rivés sur ce cercle d'eau invisible. Je consulte un spécialiste depuis quelque temps pour m'aider à gérer mon stress. Je vais voir un professionnel de la thérapie. J'apprends simplement à verbaliser ce que je ressens vraiment, sans me sentir obligé de le transformer instantanément en un plan d'action ou en une corvée à accomplir. Je ne t'en ai rien dit parce que je ne voulais surtout pas que tu t'inquiètes pour moi. Un puissant frisson m'a parcouru de la tête aux pieds, un mélange bouleversant de fierté maternelle et d'un soulagement si vaste qu'il en devenait douloureux, tout cela inextricablement lié. Je suis profondément heureuse que tu me l'aies avoué, ai-je répondu, la gorge nouée. Je suis heureuse que tu aies pris cette initiative pour toi. Ça m'a beaucoup aidé, a-t-il admis. Et surtout, cela m'a aidé à réaliser que je n'ai absolument pas besoin d'être infaillible et parfait pour être un cadeau dans ta vie. Parfois, ce dont tu as cruellement besoin de ma part, ce n'est pas un geste héroïque ou grandiose. C'est simplement une chaise tirée à côté de la tienne, et une heure passée ensemble, nos téléphones éteints. J'ai éclaté de rire. Un petit rire sincère, clair, de ceux qui vous surprennent par leur soudaine légèreté au milieu des larmes. C'est exactement ça. J'ai bien dit une heure entière sans le moindre téléphone. Voire 2 heures. Et j'ajouterai même un dessert somptueux pour rendre la négociation encore plus alléchante. Il a penché la tête sur le côté, un large et magnifique sourire illuminant son visage. Un dessert contre un accord solennel, a-t-il plaisanté. C'est un échange très équitable. La bougie s'est finalement éteinte avec un dernier souffle étouffé. Nous sommes restés silencieux, observant tous les deux le fin ruban de fumée s'élever en vrille avant de disparaître dans les ténèbres du plafond. La pièce m'a paru plus sombre sans cette flamme, mais paradoxalement beaucoup plus vraie, comme si la nuit apaisante avait enfin pu s'installer à l'intérieur, au lieu de frapper vainement contre nos fenêtres. Je me suis levée, lissant la soie de ma robe sur mes hanches, pour aller rincer les derniers verres, et il s'est levé à son tour, me tendant silencieusement le torchon en coton. Nous avons travaillé côte à côte, épaule contre épaule, loin de l'agitation frénétique d'un grand nettoyage de printemps, mais bercé par le rythme paisible et synchronisé de 2 êtres qui venaient enfin de déposer un fardeau devenu trop lourd. Une fois la vaisselle immaculée et rangée, nous avons marché ensemble vers le salon. Le vieux canapé en cuir a légèrement grincé sous notre poids, fidèle à son habitude. Le plaid en cachemire était jeté de travers, exactement de la manière dont je jette les choses lorsque l'épuisement me gagne. Il s'est assis le premier, tapotant doucement le coussin moelleux près de lui pour m'inviter. La lampe sur pied diffusait une douce lumière ambrée sur le grand tapis persan. C'était ce genre d'éclairage flatteur qui efface miraculeusement les rayures sur le parquet et insuffle à la maison une atmosphère chaleureuse de perfection intacte. J'ai fait une découverte, a-t-il dit en s'étirant pour atteindre la petite boîte en bois précieux posée sur l'étagère inférieure de la table basse. Cette boîte très spéciale en acajou verni, munie d'un petit loquet en laiton vieilli, qui avait appartenu à son père, mon bien-aimé Laurent.
Il a fait sauter le loquet avec une précaution infinie, comme si la charnière appartenait à une époque oubliée et fragile. À l'intérieur reposaient des lettres, soigneusement classées en petites piles régulières, liées par des rubans de soie usée et du papier dont l'encre avait pâli avec le temps. « J'ignorais complètement que tu avais fouillé là-dedans », ai-je murmuré, stupéfaite. « Je n'y avais pas jeté un œil depuis une éternité », a-t-il rétorqué. Je me figurais que c'était, comment dire, une sorte de zone sacrée et strictement interdite. Mais la semaine dernière, pendant que tu taillais les rosiers dans le jardin, je suis sortie te demander si je pouvais en lire une, et tu as accepté. Tu n'as même pas relevé la tête de tes fleurs, mais tu as clairement hoché la tête. Le souvenir m'est revenu en un éclair, la chaleur des rayons du soleil bordelais caressant ma nuque, mes mains enfoncées jusqu'au poignet dans la terre humide, et la sensation viscérale que cette permission silencieuse était la chose la plus juste à faire. J'ai hoché la tête de nouveau dans la pénombre du salon, et il a extrait avec délicatesse une enveloppe du tas. C'est une lettre datant du printemps qui a suivi ma naissance, a-t-il annoncé, dépliant le papier jauni avec une telle vénération que mon cœur a raté un battement. Laurent y décrivait à quel point il était exténué, à quel point ses nuits sans sommeil lui paraissaient interminables, et à quel point il n'avait jamais ressenti un amour aussi foudroyant pour un petit être qu'il connaissait finalement à peine. Il écrivait également qu'il était terrifié. Il affirmait que la peur n'est en réalité qu'une manifestation de l'amour, une forme d'amour que l'on n'a pas encore appris à apprivoiser. Lucas m'a tendu la lettre, et je l'ai prise avec des mains tremblantes, caressant du bout de mes doigts manucurés l'écriture penchée et familière de l'homme de ma vie, ces boucles élégantes qui m'avaient toujours fait penser aux vagues déferlant sur la plage de Biarritz où nous passions nos étés autrefois. J'ai relu le paragraphe avec une lenteur religieuse, entendant presque le timbre de la voix de mon mari résonner dans ses mots ancrés, imaginant son rire moqueur face à ses propres angoisses, ce rire qui adoucissait la morsure d'une journée épuisante en la qualifiant d'excellente dès ses premières heures. Je suis convaincue qu'il aurait adoré cela, a soufflé Lucas. Le fait que nous ayons ces longues conversations. Que nous transformions nos pires angoisses en de belles histoires alors même que nous sommes en train de les traverser. J'ai laissé reposer la lettre sur le tissu en soie de mes genoux croisés. Il me répétait sans cesse qu'il est indispensable de donner un nom à ce qui nous terrifie le plus au monde. Il affirmait toujours, les secrets deviennent des pierres impossibles à porter si on ne prend pas le courage de les étaler sur la table pour les examiner sous la lumière crue du jour. Lucas s'est renfoncé dans le cuir du canapé, expirant un long souffle contenu. Dans ce cas, il y en a un de plus dont je dois me délester ce soir, a-t-il déclaré. Instinctivement, mon corps tout entier s'est tendu, s'armant contre un éventuel choc. Je songe très sérieusement à déménager pour m'installer plus près du centre-ville de Bordeaux. C'est une opportunité en or de réduire mon temps de trajet pour le travail, et je gagne désormais assez pour m'offrir un appartement dans un quartier plus calme et agréable. Mais je me refusais à aborder ce sujet pendant le dîner, devant la famille au grand complet. Je ne voulais surtout pas que tu interprètes cela comme un abandon, comme si je te fuyais. Le mot abandon a flotté lourdement dans l'air chaud du salon, s'immisçant dans les moindres recoins. Pendant une longue minute, j'ai ressenti le contour acéré de ce mot peser sur ma poitrine. Si je me suis tue, ce n'était ni par colère, ni pour te blesser, mais tout simplement parce que je voulais te parler avec la plus totale honnêteté. Je l'ai scruté attentivement, analysant sa posture pleine de retenue, son visage ouvert et vulnérable, et la précaution extrême avec laquelle il venait de me livrer cette nouvelle, comme s'il tenait entre ses mains un objet en cristal inestimable qu'il craignait de briser en 1000 morceaux. « Je te remercie de me l'avoir dit », ai-je murmuré, la gorge serrée par l'émotion. « Merci de m'avoir fait confiance avec ta vérité. Mon vœu le plus cher est que tu puisses te bâtir une existence qui soit le reflet exact de l'homme que tu es devenu. Je désire profondément que tu trouves cette tranquillité qui te faisait cruellement défaut à l'âge de 10 ans, lorsque cette maison débordait de l'énergie chaotique de tes nombreux cousins. Je veux que chacun de tes réveils soit la promesse d'une belle aventure, et non l'enchaînement de corvées fastidieuses. » J'ai vu ses larges épaules se détendre visiblement sous le tissu de son pull. J'étais mort de peur qu'en apprenant mon déménagement, tu te sentes totalement rejeté et abandonné, a-t-il avoué. C'est effectivement la première pensée qui m'a traversé l'esprit, ai-je concédé, m'efforçant d'être à la hauteur de son impitoyable honnêteté. L'espace d'une seconde, c'est ce que j'ai ressenti, mais je me suis immédiatement souvenu de ce que tu m'as dit tout à l'heure au sujet d'être vraiment présent, ici et maintenant.
ton déménagement n'annule en rien cette promesse. Cela exige simplement que nous soyons beaucoup plus intentionnels dans nos échanges. Intentionnel, a-t-il répété, savourant le mot. C'est un vocabulaire qui me plaît. Nous pourrions faire de chaque dimanche notre journée sacrée, ai-je proposé avec une étincelle de joie. Les dimanches de Lucas. Chaque semaine, sans la moindre exception. Nous cuisinerons un plat rustique et savoureux, nous nous attablerons loin de nos écrans, nous lirons à voix haute l'une de ces précieuses lettres, et nous nous raconterons des anecdotes futiles qui n'ont strictement rien à voir avec le repassage ou les factures. Nous parlerons simplement des petits détails de la vie que nous aurons observés. C'est précisément de cette manière que la présence grandit, avec intention. Ses yeux ont capté les miens dans le halo ambré de la lampe, et il a approuvé d'un signe de tête vigoureux. Cette idée me comble de joie, a-t-il lancé. Elle me plaît énormément. Parfait, ai-je conclu, sentant une immense vague de chaleur et de confiance s'épanouir dans ma poitrine. Et lorsque viendra le jour fatidique de ton déménagement, je serai là, armé de gros rouleaux de rubans adhésifs et d'étiquettes colorées, insistant lourdement pour écrire au marqueur sur ton carton d'ustensiles de cuisine, et tu lèveras les yeux au ciel d'exaspération, mais je le ferai quand même. Il a éclaté de rire. Un rire de gorge, puissant et libérateur. Marché conclu, a-t-il décrété. Mais à une seule condition, que tu prépares et étiquettes un carton spécial pour la maison. Les lettres du dimanche sont prêtes. Ensuite, nous avons discuté longuement. Comme deux voyageurs échangent au terme d'un périple harassant. Je n'avais même pas réalisé à quel point j'étais épuisé. Doucement, avec une immense gratitude, j'ai eu l'impression d'arriver enfin à bon port, sous la lumière bienveillante d'un porche protecteur. Il m'a décrit avec passion l'appartement qu'il avait visité dans Bordeaux, la façon dont la lumière de l'après-midi venait caresser le beau parquet ancien dans un petit recoin parfait pour installer un fauteuil de lecture. Je lui ai parlé avec enthousiasme de ce programme de bénévolat que j'avais repéré à la bibliothèque municipale, où des retraités viennent faire la lecture aux enfants démunis après l'école. Nous échangions nos futurs projets comme on s'échange des recettes de cuisine familiale secrètes, nous les passant de l'un à l'autre jusqu'à ce qu'ils réchauffent nos cœurs et me rappellent le véritable sens du mot foyer. Au bout d'un moment, il a attrapé le plaid en cachemire jeté sur le bord du canapé et l'a délicatement drapé sur mes genoux, enveloppant la soie verte de ma robe, reproduisant avec exactitude le geste que je faisais pour lui lorsqu'il était enfant, les soirs d'hiver où les dessins animés s'éternisaient à la télévision et que ses petits orteils devenaient glacés. L'épaisseur et la chaleur réconfortante de la laine ont provoqué un nœud brutal dans ma gorge. J'ai inspiré profondément, refusant de chasser cette larme qui perlait, et j'ai accepté l'instant dans toute sa pureté. L'amour et la tendresse circulaient enfin librement, dans les deux sens. « Maman » a-t-il dit après un long silence, rabaissant sa voix pour lui redonner le poids et la gravité des confessions faites plus tôt à la table de la cuisine. Quand j'ai dit que je n'étais pas prêt à partir. Je crois sincèrement que j'englobais bien plus que cette seule soirée. Je voulais te dire que je n'étais absolument pas prêt à me séparer de toi, de la femme authentique que tu es, dépouillée de cette terrible armure de perfection que nous avons tous appris à revêtir. Je refuse catégoriquement de revenir à cette ancienne version de nous-mêmes où nous nous contentions d'échanger des banalités d'agenda. Je veux préserver précieusement ce que nous venons de trouver ce soir. J'ai tourné la tête, plongeant mon regard dans le sien, cherchant son âme. Pour la toute première fois depuis des années, j'ai eu la vision claire de ce que nous étions, une mère et son fils. Non plus deux acteurs coincés dans leurs rôles étriqués, se bornant à cocher des cases sur une liste de devoirs accomplis, mais simplement deux êtres humains capables de s'asseoir dans la même pièce et d'autoriser la vérité nue à s'exprimer dans toute sa simplicité foudroyante. Moi non plus, ai-je répondu d'une voix vibrante d'émotion. Gardons cela pour toujours. Nous sommes restés silencieux, immobiles, jusqu'à ce que la chaleur de l'ampoule commence à faiblir, et que l'heure avance au point que même notre silence devienne imprégné de sommeil. Lorsqu'il s'est enfin levé, ce n'était pas avec l'impatience ou le mouvement brusque de quelqu'un qui a hâte de fuir la maison familiale. Il s'est étiré avec la lenteur majestueuse et sereine de celui qui sait pertinemment qu'il a le droit de revenir dès le lendemain, le surlendemain, ou n'importe quel autre jour, sans que cela ne lui soit dicté par la contrainte ou l'obligation filiale, mais par pur désir. Une fois arrivé dans le hall d'entrée, il a marqué un temps d'arrêt, se retournant lentement.
Exactement comme le font les gens lorsqu'ils souhaitent graver une photographie mentale indélébile dans leur cerveau. J'ai vu ses yeux balayer les moindres recoins de la pièce, l'alignement de nos chaussures près du paillasson, le manche en bois du vieux parapluie coincé dans l'angle du mur, la sérénité palpable qui flottait autour de la petite boîte aux lettres sur la table basse en chêne. Il a posé sa main sur la poignée en laiton de la porte d'entrée, a pivoté son buste vers moi et a lâché dans un souffle, encore une chose. Je t'aime, maman. Pas de ce fameux « je t'aime » mécanique et hâtif que l'on jette au bout du fil, en raccrochant à la hâte quand on est coincé dans les embouteillages. Mais de ce véritable « je t'aime », celui qui possède un poids incommensurable et qui atteint son destinataire en plein cœur. Je t'aime aussi, mon fils, ai-je répondu avec une tendresse infinie. De la même façon profonde et absolue que tu l'entends. Il m'a offert un dernier hochement de tête complice, puis s'est engouffré dans le couloir sombre de l'extérieur, laissant le vent frais et nocturne balayer mes jambes nues et ma robe de soie. Je suis resté planté sur le seuil, l'observant descendre l'allée gravillonnée. Ses pas résonnaient avec une cadence calme et imperturbable. Ce n'est qu'après l'avoir vu disparaître dans l'obscurité que j'ai délicatement poussé la lourde porte, appuyant mon front brûlant contre le bois froid de l'entrée, ma poitrine se soulevant au rythme de respiration profonde et haletante. Le silence absolu avait de nouveau pris possession de la demeure, mais ce n'était plus, en aucun cas, un silence vide et mortuaire. C'était un silence qui s'était métamorphosé, qui avait pris du volume et de la texture, comme si l'on avait abattu des murs invisibles pour laisser entrer des torrents de lumière salvatrice. Je suis retourné à pas de loup dans le salon plongé dans la pénombre, j'ai soulevé avec dévotion la boîte en bois précieux et j'ai tiré au hasard une lettre usée. Je n'ai pas cherché à lire son contenu, je me suis contenté de la serrer fermement de mes deux mains contre ma poitrine bondissante, comme si c'était un serment solennel, une promesse sacrée qui venait d'être scellée à haute voix pour l'éternité. Plus tard, blotti dans la chaleur de mes draps en satin, je fixais les ombres floues au plafond et je me laissais bercer par les craquements mystérieux que cette vieille bâtisse laisse échapper au cœur de la nuit. Je réfléchissais intensément à l'évolution fascinante de l'amour, à la façon dont il se métamorphose au fil des années. Il y a des décennies, cet amour prenait la forme d'une petite main tremblante serrant les poignées d'un vélo d'enfant. Plus tard, il s'était transformé en une boîte à déjeuner préparée avec soin et laissée sur le comptoir de l'entrée. Mais en cette nuit précise, l'amour s'était réincarné dans une phrase bouleversante, murmurée dans la pénombre d'une cuisine, face à une bougie mourante, « Je ne suis pas encore prêt à partir ». J'avais enfin saisi que le cadeau inestimable de cette nuit n'était pas la révélation d'un lourd secret inavouable craché dans les ténèbres. C'était un présent infiniment plus doux et exigeant, l'immense courage de se confronter aux vérités douloureuses. La volonté farouche de regarder les choses en face. Le silence bienfaisant d'être ensemble, tant qu'il nous reste assez de souffle pour tisser de nouveaux liens. Je me suis roulé sur le flanc, fixant le mince filet de lumière orange du lampadaire municipal qui dansait au rythme des courants d'air sur mes rideaux en lin. Dès l'aube, je lui enverrai sur son téléphone une photo de la charnière récalcitrante du placard, et je lui demanderai innocemment s'il serait d'accord pour venir la revisser ce fameux dimanche. Je le vois déjà arriver avec sa petite boîte à outils, sa burette d'huile, et nous nous chamaillerons joyeusement pour savoir qui va imprimer les étiquettes de la boîte à outils. Ensuite, nous dégusterons de grandes parts de tarte aux pommes encore chaudes, et nous relirons l'une des lettres de son père en riant et en pleurant. Nous allons forger notre relation avec la même minutie que l'on consacre à l'apprentissage complexe d'un nouvel instrument de musique. Au début, ce sera immanquablement rempli de fausses notes et de maladresses, mais ensuite viendra la grâce sublime des petites harmonies, des nuances subtiles que seuls deux êtres profondément liés peuvent discerner et chérir. Juste avant de sombrer dans les bras réparateurs du sommeil, je me suis accordé le droit de revivre, une dernière fois, la scène de la cuisine. De revoir mentalement nos deux verres en cristal gravé, le ruban de fumée grise s'élevant de la bougie sacrifiée. J'ai revu, comme si j'étais un fantôme flottant au plafond, la silhouette élégante de cette mère et de son fils adulte. Ces deux âmes qui avaient sciemment choisi de repousser l'heure des adieux, réalisant que, parfois, les phrases les plus bouleversantes d'une existence ne sont pas celles qui font s'effondrer un monde, mais bien celles qui, brique par brique, lui redonnent tout son sens et sa splendeur.